Alors c'est une question très complexe et qui est au cœur aussi de l'exposition et que nous montrons dans la dernière section consacrée aux artistes grecs à Paris. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de manière très emblématique de montrer le pavillon de la Grèce à l'exposition universelle de 1889, qui est un bâtiment néoclassique avec une sculpture de Drossis. Donc on voit que encore en 1889, la référence c'est l'Antiquité. Et donc Drossis, par exemple, Léonidas Drossis, qui est un des plus grands sculpteurs grecs, il veut imiter le style de Phidias, qu'on croit savoir de Phidias, notamment donc son Athéna Promachos prête au combat, qui était érigée sur l'acropole d'Athènes. Donc on voit que c'est ça la référence. Et les artistes académiques qui sont envoyés, donc c'est le cas de Niképhoros Lytras ou de Nikolaos Gysis, ils sont pleins de références finalement à cette antiquité. On présente ici par exemple un tableau de Niképhoros Lytras représentant Antigone et Polynice. Et pour autant, donc, on présente aussi le pavillon de la Grèce à l'exposition universelle de 1900. Et là, c'est une église byzantine, ou plus exactement, c'est une fausse église byzantine, parce que c'était un pavillon. Dans ces pavillons, on vendait de l'huile, des olives, donc on pouvait acheter des actions, du vin. Enfin, vous voyez, donc c'est une espèce de, c'est une exposition universelle. Hein. Les artistes n'étaient pas présentés dans ces pavillons, mais c'est chaque nation présentait comme ça un pavillon. Et c'est symptomatique qu'en 1900, ce soit une église, c'est la forme d'une église byzantine. Alors c'est lié à un contexte très particulier, et ça permet de répondre à cette question, mais quelle est la relation à l'art byzantin? Franchement, au début, aucune relation. Au début du XIXe siècle notamment, ce passé byzantin est peu connu, voire nié, et un bon nombre d'églises byzantines dans les travaux d'urbanisme du XIXe siècle ont disparu. Donc un peu comme à Paris, beaucoup d'églises médiévales avec les travaux d'Haussmann ont disparu. Et ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle que finalement une sensibilité nouvelle apparaît pour l'art byzantin. Alors de quelle manière? D'abord pour des raisons politique et idéologique, hein. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la Grèce, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'État grec tente d'étendre son territoire, donc c'est un certain nombre de guerres. Les Ilioniennes deviennent grecques en 1864, puis la Thessalie en 1881, puis donc une guerre en 1897 avec l'Empire ottoman très violente, et ensuite les guerres balkaniques de 1912-1913 font que la Grèce, l'État grec moderne, s'étend en Thrace et en Macédoine, avec l'idée et le rêve grec que Constantinople redevienne la capitale de la Grèce. Et donc vous voyez, c'est dans ce contexte d'affrontement avec l'Empire ottoman que de plus en plus, politiquement, l'identité orthodoxe est affirmé. Et il n'est pas innocent, par exemple, que la deuxième dynastie, après l'échec finalement d'Othon et d'Amalia, les Grecs choisissent un prince du Danemark qui épouse une princesse russe, la deuxième reine de Grèce, qui s'appelle Olga, qui elle est orthodoxe. Et donc les enfants royaux sont élevés dans l'orthodoxie. Donc on voit bien que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'identité culturelle byzantine se juxtapose à l'identité culturelle antique. Les Grecs modernes se conçoivent à la fois comme les héritiers de la Grèce antique et comme les héritiers de l'Empire byzantin. Alors ça se voit un peu dans la production artistique. On le voit avec notamment un peintre qui s'appelle Théodoros Rhallis, qui est un peintre grec que nous exposons ici, qui a été élève de Jérôme, donc a fait sa formation à Paris. Donc c'est intéressant aussi de voir le basculement de l'école de Munich à l'école de Paris. Hein. Les artistes des années 1860-1870 ont été formés à Munich. Les artistes des années 1900 ont été formés à Paris. C'est le cas de Rizzo, qui est l'élève de Cabanel, ou de Rhallis, qui est l'élève de Jérôme. Et là, on expose un tableau de 1906 qui s'appelle le Butin, et qui présente, en faisant une référence d'ailleurs à la Grèce sur les ruines de Missolonghi de Delacroix, qui présente une femme bafouée dans une église pillée. Donc un tableau qu'on pourrait presque qualifier de propagande, hein, anti-ottomane, montrant toujours la Grèce sous la forme d'allégorie, hein, de l'église vandalisée et de la femme violée, dans un contexte byzantin. Donc voilà, les élèves de Jérôme ont le goût des accessoires réalistes. Donc là, c'est un costume très particulier de la ville de Mégare qui a été choisi, qu'on expose d'ailleurs à côté. Voilà. Mais donc, ça veut dire que, vous voyez, pour des raisons politiques et pour des raisons de sensibilité, le monde byzantin devient partie intégrante de l'identité culturelle grecque. Alors il y a un autre artiste qu'on présente également, qui est assez caractéristique de ce néo-byzantinisme de l'art grec moderne et contemporain, c'est Kantoglou, qui traverse même une crise mystique, hein, qui va sur le mont Athos et qui veut renouveler la peinture grecque
par la connaissance de la peinture byzantine. Et on présente ici une œuvre de la Galerie municipale d'Athènes qui montre justement cette espèce de néo-archaïsme byzantin donc, qui a existé donc, dans les années 1910-1920 et jusque dans les années 1930. C'est la raison pour laquelle on a voulu aussi montrer ici l'apport des Français à la discipline qui est en train de naître byzantine. Alors, ça paraît curieux, hein. De la même manière qu'on a vu progressivement naître la discipline archéologique de l'archéologie classique, hein, comme discipline scientifique, finalement, avant la fin du XIXe siècle, l'art byzantin n'est pas étudié en tant que tel. Le mot même byzantin est à l'origine péjoratif. C'est un mot déployé au XVIIIe siècle pour parler, donc, vous voyez, de l'Antiquité tardive, de ce royaume dégénéré qui était, pour l'opinion de l'époque, la Grèce byzantine. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le mot byzantin, bien entendu, lui-même est ancien, puisque Byzance, c'est le nom d'une cité donc grecque de l'Antiquité. Mais pour autant, donc, je vous rappelle qu'elle s'appelait Constantinople, donc la ville de Constantin, elle ne s'appelait pas Byzance, et que les Turcs, qui continuent à l'appeler Constantinople, l'ont ensuite appelé Istanbul, qui est sans doute la déformation d'un mot grec, mais peu importe. Donc, mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, c'était péjoratif, et au XIXe siècle, donc, il n'y a pas d'enseignement de l'art byzantin, la notion n'existe même pas, on parle d'Antiquité tardive. Et donc là, on montre comment progressivement, justement, au cours du XIXe siècle, en raison aussi d'une meilleure connaissance en Grèce même de ce patrimoine, donc va naître une discipline nouvelle qui est l'étude de l'art byzantin, donc qui se distingue donc de la connaissance de l'Antiquité tardive. Alors là encore, l'école française d'Athènes a joué un rôle, hein. Gabriel Millet, un membre de l'école française d'Athènes à la fin du XIXe siècle, a lancé une véritable exploration et étude des églises de Mystra, des églises de Daphnie, ce qui vaut à la France, à l'école pratique des hautes études, de posséder un fonds documentaire d'une très grande importance sur le patrimoine byzantin. Ce qui vaut à la France justement de fonder une école de byzantinistes donc, qui perdure aujourd'hui, hein. Parmi les meilleurs byzantinistes du monde sont français en raison donc justement de cet ancrage scientifique. Et c'est l'occasion de montrer justement que c'est le moment où le musée du Louvre fait rentrer des objets byzantins. Donc c'est notamment le cas d'un reliquaire de la Vraie Croix, hein, donc, qui est acheté par le Louvre à ce moment-là, où on commence à reconnaître la valeur de cet art byzantin. Alors surtout pour l'orfèvrerie d'ailleurs, pas trop pour la peinture, puisque c'est le moment où, au contraire, donc on décide de conserver au Louvre comme archéologie de la peinture les primitifs italiens, mais où on dépose un peu partout en France ce qu'on croit être de la peinture byzantine. Et là, on a fait revenir des œuvres qui ont été déposées en région, donc qui appartiennent aujourd'hui au musée de Tournus, ou plus exactement à la cathédrale de Tournus, ou au musée de Montauban, qui ont été envoyées à la fin du XIXe siècle, parce qu'on voulait présenter l'orfèvrerie byzantine, mais pas encore la peinture byzantine, où c'est le cas du célèbre suaire de Charlemagne, donc du musée de Cluny, qui est envoyé à Cluny en 1895, parce qu'on reconnaît enfin, puisqu'on crée un musée du Moyen-Âge, on reconnaît que ce n'est pas un objet antique, mais que c'est un objet médiéval. Donc, voilà. Donc, au moment aussi où on prépare de nouvelles salles d'art byzantin au musée du Louvre, c'est intéressant de faire l'histoire de cette notion. Hein. L'art byzantin était absent, était dispersé au Louvre, en raison même hein, donc de la naissance tardive de cette discipline à la fin du XIXe siècle.